d'être si nombreux sur ce webinaire d'information pour l'appel à projet citoyenneté régional qui a ouvert. Marie, je viens de couper la traduction. Je t'entends très mal. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Ah, je t'entends mieux. Parfait. Ah, attends un peu. Je m'entends, c'est bon, je monte le son. Est-ce que tout ça, c'était fait? Je ne comprends pas pourquoi je vous écoute si mal. Ah. Alors. 1, 2, 3. C'est bon. Ça y est. Oui, et je lance l'interprétation. Parfait. Donc, je vous réaccueille. Merci à tous d'être aussi nombreux pour ce webinaire de présentation de l'appel à projet qui a ouvert mardi dernier jusqu'au 2 mai. On bénéficie de traduction simultanée. Donc, pour ça, il faudra aller chercher l'onglet interprétation et cliquer sur la langue dans laquelle vous voulez écouter le webinaire. Justo decía, hola y bienvenida a todos y a todas a este webinar que va a servir. Je vous disais, soyez les bienvenus à ce webinaire, un webinaire qui va nous permettre de présenter donc un appel à projet que nous venons de publier. Vous avez de la traduction simultanée, il faut choisir la langue et choisir la langue dans laquelle vous souhaitez donc suivre ce webinaire. Alors, je suis Arola Urdangarin, je suis la directrice de l'Eurorégion. Tel que Marie vient de le dire, nous avons organisé ce webinaire pour vous présenter l'appel à projet édition 2023 sur la citoyenne eurorégionale. On souhaite quelque part résoudre tous vos questionnements, vous informer des nouveautés, des changements. Et concernant ou par rapport à d'autres appels à projets, d'autres que vous connaissez, et pour quelque part, pour résoudre toutes sortes de questionnements. Donc, je pense que sans plus, nous allons démarrer notre réunion. Alors, nous allons faire d'abord une petite présentation de l'Eurorégion pour les gens qui ne nous connaissent pas, voir un peu quels sont nos objectifs et quel est le cadre de cet appel à projet sur la citoyenneté eurorégionale. Et ensuite, je vais passer la parole à Marie qui va vous présenter notamment cet appel à projet. Et par l'application Slido, on fera donc on pourra répondre à vos questions, surtout pour donner des réponses à des questions concrètes par rapport à tout. Que ce soit sur des idées, sur l'appel à projet, que ce soit sur votre propre projet, en fait, pour que vous puissiez nous poser toutes ces questions. Donc, nous sommes donc un groupement européen de coopération territoriale. Nous avons été constitués en 2011 et nos objectifs est notamment de promouvoir la cohésion et le développement économique entre nos 3 territoires, que ce soit donc au niveau économique, culturel, et à tous les niveaux. Et on travaille à une échelle de proximité et à une échelle un peu plus importante, car vous voyez que quelque part, nous couvrons un périmètre qui est vraiment très, très large. Pour que vous voyez les cadres, la carte et les chiffres, vous voyez que la Nouvelle-Aquitaine occupe un périmètre important. En ce qui concerne la surface, il y a 100 000 km² et quelque part 9 millions d'habitants. Donc, les étudiants, les emplois, les thématiques, tout fait que les possibilités de coopération sur notre territoire soient très variées et en nombre important et que vous voyez que les possibilités de coopération, en fait, sont vraiment très importantes.
Concernant le travail, nous le faisons donc en suivant notre plan stratégique. C'est un plan stratégique que nous avons présenté à la fin de l'année 2021 et c'est le résultat le résultat d'ensemble des 3 territoires pour définir les axes de travail partagés. Pour cet appel à projet s'inscrit sur le premier axe, citoyenneté régionale, et on cherche donc à se connaître mieux pour mieux coopérer. Et c'est là où nous abordons la culture, la jeunesse, les sports, l'éducation, le plurilinguisme. Et quelque part, c'est l'appel à projet nous permet de donner réponse aux actions qui font partie de ce premier axe de travail. Et ensuite, nous en avons 4 d'autres. Le développement innovant, développement durable, ainsi que 2 axes transversales. Et pour nous centrer sur l'appel à projet qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'appel à projet citoyenneté régionale. Je vous disais tout à l'heure, c'est le sport, la jeunesse, la culture, le plurilinguisme. Enfin, ce sont tous ces sujets-là que nous travaillons au niveau de cet appel à projet. Donc, je passe la parole à Marie et on se voit plus tard. Merci, Alola. Merci Alba. L'idée du webinaire, c'est vraiment de répondre aux grandes questions de l'appel à projet, de le présenter largement et de vous laisser surtout la parole pour des questions très concrètes, parce que c'est souvent là que se lèvent les grandes questions. On ne l'a pas dit au début, mais le webinaire est enregistré, donc sera après publié sur YouTube et pourra être écouté. Et on va établir une FAQ de cette session. Donc, il y aura aussi par écrit nos réponses apparaîtront. Outre le fait qu'évidemment, on va vous envoyer les 2 PowerPoints. Donc, là, on diffuse la version en français, mais on a une version en castillan qu'on va aussi vous diffuser grâce au mail qu'on a récupéré avec l'inscription. Une présentation très large des dispositifs, surtout pour donner un ordre d'idée de qu'est-ce que finance cet appel à projet. C'est un appel à projet qui a ouvert, qui est existant depuis 2015. Et depuis 2015, c'est 3,2 millions d'euros qui ont été distribués aux 387 partenaires qu'on a pu soutenir. C'est un total de 156 projets pour le territoire, pour 362 projets présentés. C'est une question qu'on pose assez régulièrement. Combien de projets sont financés? C'est entre 1 sur 2 et 1 sur 3 qui est financé sur l'appel à projet. Voilà. Quels sont les secteurs sur lesquels agit l'appel à projet? Moi, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas un appel à projet culturel, c'est un appel à projet de coopération transfrontalière avant tout. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous. C'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est le partenariat et les synergies qui vont se créer entre les partenaires autour de la maxime mieux se connaître pour mieux coopérer. On considère aussi qu'il faut faire citoyenneté régionale et que pour faire citoyenneté régionale, les thématiques suivantes peuvent être utilisées. Et les thématiques sont donc la culture, la jeunesse, le sport, le plurilinguisme, l'éducation et les défis socio-contemporains. Mais je répète, c'est avant tout un appel à projet de coopération transfrontalière. Je le rappelle parce qu'on a aussi, et on le verra plus tard, mais c'est aussi un critère qu'on a voulu accentuer. Et donc, du coup, il y aura plus d'importance à l'heure de l'instruction. Donc voilà, et c'est important de dire que les thématiques, elles sont à entendre dans un sens très large, c'est-à-dire que la culture, c'est tous les volets de la culture. La jeunesse, ça peut être toute interprétation d'action de jeunesse. L'éducation, c'est un terme aussi très large, ça peut être l'éducation scolaire, mais ça peut être aussi l'éducation plus large sur des thématiques. Et les défis socio-contemporains, c'est une thématique qu'on avait ajoutée en 2022. Et il s'agit ici, derrière ce grand mot, de traiter de tout ce qui est inclusion, donc dans le sens très large de comment on arrive à aller vers plus d'inclusion. Comme on l'a dit, donc elle a ouvert mardi dernier l'appel à projet. Donc, il y a eu une cookie sur l'appel à projet qui sera ouvert jusqu'au 2 mai et pas jusqu'au 3 mai à midi. Et pour une sélection en juillet. Donc, vous déposez vos projets maintenant. On sélectionne en juillet. Les frais seront éligibles à partir de juillet du projet.
pour des projets de 12 mois, sachant qu'il est toujours possible d'avoir après des prolongements de la durée du projet. Mais il faut penser son projet en 12 mois et pour qui il faut au minimum un partenaire dans chaque territoire, c'est-à-dire un partenaire en Nouvelle-Aquitaine, un partenaire en Euskadi et un partenaire en Navarre. C'est un minimum, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plus de 3 partenaires, mais le minimum, c'est d'avoir un partenaire dans chaque territoire. Il est ouvert pour qui? Pour à peu près toute personne qui a une entité légale, c'est-à-dire association, institution, entreprise privée, mais aussi mairie, université. Ça peut être un très large panel d'acteurs qui peuvent être financés. Et c'est important de dire que les indépendants et les auto-entrepreneurs peuvent être partenaires du projet, mais ne peuvent pas être chefs de file. C'est-à-dire que, par exemple, on avait inclus ce critère-là pendant le Covid pour pouvoir permettre aux artistes qui ont souvent des statuts qui sont particuliers de candidater à notre appel à projet. Combien? C'est une question aussi qui revient souvent. On peut financer jusqu'à 50% du coût total du projet dans la limite de 30 000 euros. C'est-à-dire qu'il faut nous présenter on peut financer 50% du coût total du projet, c'est-à-dire que si vous avez un projet à 20 000, on pourra financer jusqu'à 10 000 du projet, 10 000 euros du projet, mais si vous avez un projet à 100 000, on ne pourra financer que 30 000 euros, c'est-à-dire que c'est 50% dans la limite de 30 000. On a une enveloppe de 500 000 euros qui permet de financer en règle générale, 19 et 22 projets. On a eu des années où c'était 23, mais normalement, c'est entre 19 et 22 projets. Et on demande un autofinancement minimum de 20%. C'est-à-dire que on peut financer jusqu'à 50% du projet. Il y a 20% d'autofinancement et les 30% autres, les 30% restants doivent être trouvés ailleurs et pour cet appel à projet peuvent être trouvés dans les aides des gouvernements qui nous composent. C'est important à dire puisque ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que nous, on peut financer jusqu'à 50%. Un de nos 3 gouvernements peut financer les 30% et les 20% restants resteront en autofinancement. Mais ça peut être aussi tout type d'autres entrées. Évidemment, c'est pas obligé d'avoir des financements publics et l'autofinancement peut être aussi à hauteur de 50%. Ce n'est pas une obligation. Quel coût éligible? Les frais de personnel et de déplacement, les prestations externes et les petits équipements de moins de 500 euros. Et les coûts inéligibles sont tout ce qui est préparation de projet parce que les coûts sont éligibles à partir de la sélection, donc à partir de juillet. Et inéligible tout ce qui est frais généraux de bureau ou administratifs, tout ce qui est frais bancaires, la facturation entre partenaires, parce que c'est quelque chose qui nous est très important, c'est-à-dire le statut du partenaire nous est important. On considère que vous devez être partenaire et pas prestataire de services les uns pour les autres. Donc, c'est pour ça qu'on interdit la facturation entre partenaires. Les impôts indirects quand ils ne sont pas récupérables et les investissements du coup de plus de 500 000 euros. Quelque chose d'important à dire et qui a un peu changé cette année, dans l'autofinancement rentrent les entrées de spectacles, par exemple, pour les projets culturels. On a réfléchi à ça, on a vu si c'était possible également, et vu que ça l'est, on vous permet de faire entrer dans l'autofinancement tout ce qui est, tout ce qui est recettes directement liées au projet. C'est un des grands changements un des changements de cette année et ce qui vise à toujours plus. Nous, on essaie au max de faciliter la vie et d'avoir de jolis projets. Donc, du coup, c'est un des changements de cette année. Quels documents remplir? Je vais vous les projeter. Mais on a une fiche projet à remplir. C'est le seul document à remplir dans les 3 langues de travail de l'Eurorégion pour une simple raison qui va au-delà que c'est les langues officielles de notre institution. Mais il faut savoir que l'instruction, elle se fait par nos gouvernements membres et qu'il est prouvé par différentes études scientifiques. On évalue plus positivement dans sa langue maternelle. Et donc, du coup, on donne la possibilité à nos instructeurs d'évaluer dans leur langue maternelle. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à la traduction parce que ce n'est pas juste une traduction, c'est vraiment l'instructeur évaluera dans sa langue. C'est-à-dire que nous, on reçoit les projets ici, mais après, on les envoie au gouvernement membre. Et par exemple, l'instructeur en Euskadi, on pourra très bien évaluer en basque et celui en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, en français. Donc, c'est pour ça que la traduction est très, très importante.
parce que au final, même si votre document il est très très bien écrit en espagnol, si sa traduction en français elle est mauvaise, du coup l'instructeur qui évaluera en français n'évaluera que cette version linguistique-là. Donc c'est pour ça qu'elle est très importante, qu'il faut veiller à cette traduction-là, parce que du coup après c'est des moyennes de notes, et même si vous avez d'excellentes notes dans un territoire, si les deux autres notes sont très mauvaises parce que le projet il était illisible et incompréhensible dans sa version linguistique, du coup le projet ne passera pas. Mais c'est du coup le seul document qu'il faut écrire dans les 3 langues. Après, on demande un plan de financement dans une seule version linguistique, un acte d'engagement qui est un document administratif qui permet de vous relier entre vous. Il est à remplir dans une seule version linguistique, et des attestations sur l'honneur si vous êtes concerné. Et dans ce cas-là, c'est la non-récupération de la TVA et le ministre. Je vais essayer de vous projeter, projeter les différents documents à remplir pour qu'on puisse bien voir quels sont les documents à remplir. On va commencer par la fiche projet. Normalement, vous devriez en train de voir j'ai un petit problème d'ordinateur. Mon Word qui ne répond pas. Mon Word qui ne répond toujours pas. Okay. Non, on verra. La nouvelle. Hop, je vais essayer de tout fermer et de tout réouvrir, mais j'ai mon grand Word qui ne répond pas. Donc, voilà. Hop, je suis en train de réouvrir la version pour essayer de vous le projeter, sinon on vous la présentera, et après tous les documents sont disponibles en ligne. On a essayé de faciliter là aussi le plus possible le téléchargement des documents, qui est un peu compliqué l'année passée. Donc voilà, tout est disponible sur un dossier compressé sur le site de l'Eurorégion. Hop. C'est pour ça que le projet. Là, normalement, vous voyez mon document. Donc, c'est quelque chose qu'on veut assez synthétique. Le but du jeu, c'est aussi de penser qu'il faut être très, très synthétique dans l'écriture, parce que l'instructeur qui le reçoit en instruira beaucoup. Et donc, moins c'est clair, moins la notation sera bonne, parce que du coup, on a beaucoup de projets. On reçoit une 50aine de projets, donc il faut savoir que c'est… voilà. Donc, l'objectif, vraiment, être le plus synthétique possible. Donc, la fiche projet, elle n'a pas beaucoup changé pour celle de l'an dernier. Donc, c'est toujours le titre du projet, l'acronyme du projet, parce que souvent, le titre du projet, certains porteurs de projet donnent, par exemple, le titre du projet, c'est Rencontre transfrontalière autour de l'éducation positive dans le secteur scolaire pour les enfants de 6 à 12 ans poursuivant un enseignement bilingue. Dans ce cas-là, le titre du projet est un peu long, et donc du coup, on vous demande après d'écrire un acronyme pour que nous, on puisse parler du projet sans devoir donner tout le titre. Et l'idée de l'acronyme, c'est aussi que ça soit parlant par rapport au projet. Donc, les partenaires, ici, vous devez mettre dans chaque case le nombre de partenaires que vous avez et quel statut il a dans le projet. Donc, chef de file ou partenaire. Choisir la thématique principale et les thématiques secondaires, parce qu'on sait que certains projets peuvent répondre à une thématique, mais aussi à différentes autres thématiques. Et donc, du coup,
dans ce cas-là, il faut les noter. Si vous avez un doute sur la thématique, en règle générale, n'hésitez pas à venir nous présenter les projets en amont pour qu'on puisse vous aiguiller sur la faisabilité ou sur si vous rentrez ou pas dans l'appel à projet. Et ici, on demande un résumé assez court pour aussi avoir une idée générale du projet. On a la première partie qui est sur le partenariat. Donc, vous devez remplir pour le chef de file le nom complet, le statut juridique, le siège social, le téléphone, l'email et la description. Donc, ça, pour autant de partenaires qu'il y a qu'à votre projet. Pardon, Marie, je vous entendais plus. Ouais, on a eu un petit problème. On est encore un peu en travaux à l'Eurorégion. Ah, d'accord. Donc, maintenant, je vous entends. Donc, je démarre l'interprétariat. Il faut que tu reviennes, tu nous expliquer, remplir la partie partenariat. OK. D'accord? Parfait. Désolé à tout le monde. On a quelques problèmes encore de connexion, qu'on est en travaux à l'Eurorégion. On espère bientôt pouvoir vous montrer tout ça. Mais du coup, on a la connexion qui a sauté. Donc, on a dit que je m'étais arrêtée sur les partenaires. Donc, du coup, ici, chaque partenaire remplit sa partie. Et après, il y a une question sur la complémentarité des partenaires pour le projet. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous apportez les uns aux autres, quels sont les points de synergie, les points où l'un a l'expertise et l'autre pas, et donc, du coup, où ça va avancer, etc. etc. On a une partie après sur les descriptifs du projet. Donc, là, c'est simplement expliquer le projet et ses objectifs. Et après, on passe sur la partie plan d'action, c'est-à-dire le titre de l'action. Sur mon projet fictif d'enseignement, ici, une des actions peut être l'échange de bonnes pratiques entre enseignants. Il faut décrire l'action, les partenaires impliqués et les livrables. Les livrables, on les entend quand les preuves de réalisation. Par exemple, sur l'échange de bonnes pratiques, si vous avez un compte rendu de réunion ou un mémorandum de bonnes pratiques, du coup, ça sera le livrable à appliquer. Donc, pour autant d'actions et après un calendrier de réalisation. Donc, ici, par action, il faut cocher. Normalement, le formulaire est bien fait pour cocher quand commence l'action. Et après, on a une partie sur la communication du projet qui nous est très importante, parce que comme vous pouvez le savoir, on est une entité publique et donc tous nos fonds doivent apparaître sur le projet qui est financé. Donc, après, il y a des obligations de communication qui sont faire apparaître le logo, faire apparaître la mention du cofinancement, nous inviter à tous les événements, etc. etc. Mais du coup, on vous demande aussi de le décliner dans un plan de communication par rapport au projet et aussi par rapport à comment vous voulez visibiliser l'Eurorégion. Donc là, les deux questions, c'est d'une part votre plan de communication pour le projet et d'autre part la place de l'Eurorégion dans ce plan de communication. On a une cinquième partie sur la coopération euro-régionale, c'est-à-dire comment votre projet, la première question, c'est de quelle manière la coopération régionale permet et permet un bon déroulement du projet et comment la plus-value de la coopération transfrontalière et euro-régionale pour le projet. Et une deuxième question sur comment votre projet répond au plan stratégique de l'Eurorégion qui est téléchargeable sur le site de l'Eurorégion. Et là aussi, c'est ce qu'on dirait régulièrement, plus il touche d'axes ou de sous-axes sur lesquels on travaille, meilleure sera sa ponctuation sur ce point-là. Et c'est une question qu'on a ajoutée, du coup, la sixième question, c'est pour les projets constituant une suite.
parce qu'il est possible, dans notre appel à projet, il est possible de présenter plusieurs années de suite un projet à l'appel à projet. Mais en fait, il faut qu'à chaque fois que vous représentez un projet, il y ait une évolution dans au moins une des trois des thématiques que je vais évoquer. Donc, il faut soit un changement dans le partenariat, soit un changement dans ce que moi j'appelle la territorialité, c'est-à-dire que sur l'échelle dans laquelle vous travaillez, par exemple, sur la première année, vous travaillez uniquement sur le bassin de vie de la ville d'Assois entre Handaï et Yvron, on demandera que la deuxième année, si c'est l'évolution que vous souhaitez faire, on aille de Bayonne à Saint-Sébastien. Et la troisième année, de Bordeaux à Débat, et la quatrième année, de Niort au Salines-Diana. Un peu pour donner un ordre d'idée de l'échelle. Donc, du coup, c'est soit le partenariat qui évolue, soit c'est l'échelle, soit c'est les actions. Donc, ajouter des actions. Évidemment, il ne faut jamais en enlever et toujours en ajouter. Voilà sur la fiche projet. Je vais vous partager le plan de financement qu'il faut remplir. Donc, le plan de financement, il est composé de différents onglets. Ce premier onglet, il se remplit automatiquement, donc il ne faut pas y toucher, il se remplit automatiquement selon ce que vous avez rempli dans les onglets précédents. Et là, il est important de dire qu'il nous faut il nous faut deux documents ici de ce document-là. Il faut que cette première page soit signée par tous les partenaires. Si le document n'est pas signé par les partenaires, vous ne passez pas la phase d'éligibilité du projet. Donc ici, il faut faire après un export PDF de la première page pour pouvoir le signer. Et après, il nous faut tout le document avec chaque partenaire qui nous remplit ses recettes et ses dépenses. Donc, ces recettes, elles sont séparées sur subvention de l'Eurorégion, l'autofinancement, les autres aides et les autres recettes que vous puissiez avoir, et les dépenses, donc les frais de personnel, les frais de communication, les déplacements et les prestats externes. Et ça pour chaque partenaire. Donc voilà, c'est un document vraiment. Donc tout ça se remplit automatiquement, mais pensez bien à le signer, sinon vous ne pourrez pas être éligible à notre appel à projet. Parce qu'il faut savoir que vous avez jusqu'au 2 mai du coup, pour remplir et envoyer tous les documents. Il faut à minima le 2 mai avoir envoyé une version linguistique de la fiche projet, l'acte d'engagement signé et tous les documents à signer signés. C'est-à-dire l'acte d'engagement doit être signé et le plan de financement doit être signé et les déclarations sur l'honneur si le cas échéant. Les signatures ne sont pas substantielles, c'est-à-dire que les traductions le sont, c'est-à-dire que vous aurez un délai de 7 jours supplémentaires pour nous envoyer les traductions de la fiche projet, mais les signatures ne sont pas substantielles, c'est-à-dire que tout document qui le 2 mai à midi n'est pas envoyé, tout dossier qui n'est pas complet avec les signatures n'est pas éligible. Et c'est midi, c'est pas midi 1, c'est pas midi 10, c'est pas 1 heure, c'est midi. Tout ce qui est à partir de ça n'est pas éligible. Donc, prenez du temps en amont pour le faire. Alors, on est tous au dernier moment, mais essayez de ne pas le faire parce qu'on n'est jamais à l'abri que le site plante, que vous soyez tous à déposer, et dans ce cas-là, même si le site plante et que c'est notre responsabilité, donc en tout cas, c'est le serveur qui plante, tous les documents après ce qui est envoyé et reçu avant midi n'est pas recevable. Donc, je le dis, je le répète, voilà, prenez du temps, faites-le en amont parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une faille technique. Donc voilà, je vais juste vous montrer l'acte d'engagement. Les aides de minimis, le temps qu'il se charge. Donc, vous avez 2 déclarations sur l'honneur à remplir. Les minimis et la TVA, on nous demande souvent qu'est-ce que le minimis. Le minimis, c'est en gros des aides d'État, mais si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas ceux qui sont atteints par les aides de minimis ou ceux qui touchent les aides de minimis le savent. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas remplir le document. Et la TVA, c'est si vous ne récupérez pas la TVA
il faut nous le dire. Dans ce cas-là, vous pourrez vous présenter votre projet en TTC. Et donc, je reviens sur l'acte d'engagement. L'acte d'engagement est un document simple. Alors, vous verrez, vous pouvez modifier uniquement les parties grisées. Tout le reste n'est pas modifiable. Donc, en fait, c'est un document administratif qui vous lie entre vous. Donc, ici, il faut mettre voilà, le nom, la qualité du représentant, etc. etc. Et en gros, c'est un document qui permet de vous lier entre vous. C'est un document très administratif qui permet de faire un document. Et ce document-là doit être également signé. Voilà. Je vais juste vous partager le lien du Slido qu'on va ouvrir tout à l'heure, juste pour que vous puissiez d'ores et déjà remplir ou poser des questions, parce qu'on répondra uniquement aux questions qui sont sur le Slido, parce que je vois qu'il y a certaines questions qui sont posées sur le chat pour des questions de praticité. On préfère vous pouvez poser d'ores et déjà vos questions sur le Slido. Je vais continuer juste ma présentation sur l'appel à projet. Hop. Donc, du coup, la fiche projet que je vous ai présentée, le plan de financement dans une seule version linguistique mais signée, l'acte d'engagement signé et l'attestation sur l'honneur signée. C'est à répondre sur les attestations sur l'honneur, c'est ceux qui sont concernés. Par exemple, le chef de file n'est pas concerné par la TVA, récupère la TVA et n'est soumis aux aides de MIMIS, mais son premier partenaire l'est. Dans ce cas-là, il faut que le premier partenaire le signe. Ce n'est pas uniquement pour les chefs de file, c'est pour tout le monde. Et il se peut que dans un même projet, certains sont concernés et d'autres pas. Excusez-moi, Marie, c'est encore moi. Je me suis perdue sur ton attestation. Je ne sais pas, tu es partie sur l'histoire de TVA et de minimis, donc je ne sais pas si tu as demandé uniquement aux personnes qui ne peuvent pas le récupérer de faire l'attestation, si c'est le chef de file. Je me suis perdue. Ne t'éloigne pas du micro, s'il te plaît. Je démarre la traduction. Donc, il y a eu des coupures de traduction, donc je vais répéter ce que je viens de dire. Les attestations sur l'honneur, elles doivent être remplies par toutes les personnes qui sont concernées par ces attestations-là. Par exemple, le chef de file récupère la TVA et n'est pas concerné par le minimis, il ne remplit pas les attestations. Mais si un de ses partenaires ne récupère pas la TVA et est concerné par le minimis, alors lui doit remplir les attestations. Il s'agit ici que chaque partenaire remplit sur son cas. C'est important parce que l'an dernier, on a eu beaucoup d'erreurs sur ces documents-là. Chaque personne qui est concernée par ces deux attestations le remplit, s'il est concerné. S'il n'est pas concerné, il n'a pas à les remplir, mais il se peut très bien que dans un même projet, certains soient concernés et d'autres pas. Et dans ce cas, c'est tout à fait normal, mais chacun remplit selon son cas personnel. Sur l'instruction, pour vous montrer un peu comment on instruit après les projets, et c'est là aussi, je dirais qu'il y a eu deux changements dans l'appel à projet cette année. Il y a eu le fait de valoriser les recettes comme autofinancement et l'instruction qui change. Dans une volonté de donner plus de poids à la coopération transfrontalière et à ce critère-là, qui de toute manière était éliminatoire dans les faits les années passées, parce qu'en fait, les années passées, on envoyait à instruire au sectoriel, c'est-à-dire qu'on appelle au sectoriel, c'est chaque instructeur thématique de chaque gouvernement instruisait. Après, on faisait la moyenne et les services d'actions extérieures et l'Eurorégion donnaient une dernière note sur la coopération transfrontalière. Mais si le projet était estimé pas assez transfrontalier, de toute manière, il ne passait pas. Donc, on a décidé d'inverser cette instruction, ou en tout cas d'en faire une autre phase. C'est-à-dire que cette année, les projets vont être reçus. On va vérifier l'éligibilité comme d'habitude. Et si les projets
ne passe pas, en fait, on va recevoir les projets et on va évaluer le critère coopération transfrontalière en premier. Et si les projets n'ont pas plus de 20 sur 40 sur cette note-là, ils ne pourront pas aller à l'instruction sectorielle. C'est-à-dire que certains de vos projets, s'ils ne passent pas ce premier criblage, ne seront pas évalués par le technicien culture, par exemple, du gouvernement de Navarre. Et il y a un criblage, il y a un premier criblage qui va être fait où des projets vont être éliminés dès une première phase. Donc voilà, c'est pour ça que je répète, c'est un appel à projet de coopération transfrontalière avant tout. Et donc du coup, c'est un critère qui nous est très important. Et donc du coup, on évaluera la dimension régionale qui est entendue comme qu'est-ce que ça apporte à notre plan stratégique, qu'est-ce que le projet apporte à notre plan stratégique, et pourquoi et comment le projet ne pourrait être mené que de manière transfrontalière. Pourquoi et comment le projet, il ne peut pas être mené entre 3 partenaires dans le même territoire. Qu'est-ce que vous apportez les uns aux autres pour pouvoir mener ce projet de manière transfrontalière. Donc, il va y avoir un premier criblage qui va être assez important. Et donc, du coup, certains projets ne passeront pas et n'iront pas à la deuxième phase, qui est l'évaluation, ce dont on appelle sectorielle. Et ce que je disais, du coup, chaque instructeur thématique va évaluer après le projet sur les critères que sont la pertinence du partenariat, la pertinence thématique et des objectifs poursuivis, la pertinence du plan d'action et la diffusion et la communication. Tous les critères sont précisés dans le cahier des charges qu'on vous conseille de télécharger et de lire, parce que tous les détails de l'appel à projet sont dans ce cahier des charges qui est téléchargeable en ligne. Et de toute manière, à l'issue de la réunion, comme je vous le disais, on va vous envoyer les 2 PowerPoint et les liens pour télécharger tous les documents. Donc voilà, c'est une des nouveautés de cet appel à projet. Je profite aussi de cette partie sur l'instruction. Je sais qu'il y a certains de nos chers instructeurs qui sont connectés, donc du coup, pour les remercier. Merci d'être connectés et merci de faire toujours l'instruction de manière parfaite, parce que vous le faites tous très bien. Merci, j'en profite. Du coup, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, je vous ai envoyé le lien. Si vous avez des téléphones, vous pouvez scanner le QR code et normalement, il vous amènera directement sur le Slido. Je vais juste arrêter ce partage-là pour pouvoir aller me connecter sur le Slido. Et je vous laisse nous poser vos questions. Alors, je ne sais pas si ça ne fonctionne pas ou s'il n'y a pas encore de questions. Parece ser que estáis preguntando, por favor, si podéis volver a preguntar las preguntas que habéis puesto en Zoom en esta aplicación, porque es que en el Est-ce que vous pouvez... C'est impossible donc de vous répondre en passant par l'outil de Zoom. C'est pour cela que nous vous demandons de réinscrire, de réécrire toutes vos questions sur cet outil-là. Ya está. Je vais juste partager l'écran pour si vous voyez les réponses. Voilà, c'est très important de le faire par cette plateforme. Cette plateforme-là, parce que c'est beaucoup facile. Est-ce que je remets le QR? Vous pouvez lire sur là, vous pouvez si vous posez l'action sur le QR, il est affiché actuellement sur l'écran Slido. Vous accédez au Slido. Peut-on valoriser le personnel salarié d'une structure dans le montage financier? Oui, les frais de personnel sont éligibles. Je ne sais pas quelle est la question, mais oui, tous les frais de personnel sont éligibles. Après, il faut évidemment que la personne travaille pour le projet. Mais oui, évidemment. Et en plus, on est en train de faciliter la chose
on est en train de monter un super guide du porteur de projet qu'on espère pouvoir publier avant la fin du premier semestre, et de la prestation pour le personnel pour que ce soit plus facile à justifier, mais en tout cas, oui, les frais de personnel sont éligibles. Quería saber un poco sobre la justificación de las ayudas. Alors, Justification des aides. La justification des aides. Vous devrez nous justifier au travers de 3 documents. Il y a un rapport technique à remplir, un rapport technique qui permet de savoir comment ont été le déroulé des actions, etc. Comment s'est passée la collaboration entre vous, etc. Il y a un rapport de catalysation qui permettra, dans une version 2 du site, d'avoir un rendu général sur tous les projets qui ont été financés. Marie, tu coupes systématiquement. Je ne t'entends pas et je pense que tout le monde a le même problème. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est le micro, je ne sais pas, mais vraiment, je démarre la traduction. Ok, j'essaie de le refaire plus proche du micro. Donc, je disais, la justification, c'est au travers de 3 types de documents. Un rapport technique qui permet d'avoir un point de vue général sur toutes les actions qui ont été menées autour du projet, qui permet aussi de vérifier que vous avez bien communiqué sur l'Eurorégion, etc. Il y a un rapport de capitalisation qui va permettre en fait de vous mettre en réseau dans une version 2 du site, et donc du coup d'avoir des descriptions très très synthétiques de qu'a été le projet et quels ont été les résultats du projet. Et après, on a un rapport financier qui est en gros un Excel où il faut que vous listiez toutes les dépenses et donner un justificatif par type de dépense. C'est-à-dire, vous nous dites que vous avez fait une dépense pour l'impression de relève, et du coup, ça va être la ligne impression de relève, et le justificatif, ça va être la facture de l'impression du relève. Voilà, il faut que ça soit le plus carré possible. Là, oui, ce que je voulais dire, c'est très important quand vous élaborez votre budget de bien penser le coût total du projet, parce que c'est celui que vous devrez justifier. C'est-à-dire qu'à la fin du projet, si vous avez présenté le jour du dépôt un budget à 30 000 €, à la fin du projet, vous devrez justifier 30 000 € de frais. Même si notre subvention n'est que de 15 000 €, vous devrez à la fin du projet justifier oui les 30 000 € de frais. Vale, je te reprends, Marie. El final de las actividades de migración, sondeo física del patrimonio arqueológico, transferencias y la socialización del patrimonio común, sí. D'accord, elle est en train de financer des activités de recherche, oui. Il faudrait voir. Si vous avez des questions, alors si vous avez des questions de ce type-là, nous vous demandons de venir nous voir. Et de toute manière, je comprends ce projet-là. En fait, étant donné que vous parliez d'un patrimoine culturel, effectivement, ce projet-là rentre dans la partie culture. Il existe compatibilité de cofinancement avec d'autres. Il n'y a aucune incompatibilité. Quand, au moment de nous présenter le budget, tel que Marie vous l'a dit, vous mettez, nous, on vous donne les 50%. Le 20% encore, c'est à vous, c'est de l'autofinancement, et il y a un 30% pour d'autres instances. Il faut faire attention aux 3 gouvernements, c'est-à-dire que les 3 gouvernements vous financent déjà. Donc, vous ne pouvez pas demander du financement de 3 institutions, mais vous pouvez demander du financement à d'autres institutions. Après, ça se facture et ça fait partie du budget du projet. Si on collabore avec un artiste en tant que prestation externe, ça va être une facture. Mais là, il y a dans votre question, il y a donc, si cet artiste, c'est un partenaire, il va présenter ses frais dans le budget.
Arela, una vez más, ahora tú estás muy lejos. Es que de verdad no he oído nada de las respuestas. De lo que estás dando ahora, lo siento. Alors, donc, par rapport à ça, donc, si l'artiste est un partenaire, il rentre, enfin, ces factures rentrent dans le budget du projet, donc il n'y a pas de facturation entre partenaires. Par contre, si l'artiste est dans le traitant, c'est-à-dire une prestation externe, il peut très bien faire sur des factures en tant que prestation externe. Un même projet peut-il être financé par Eurorégion pour le PEPA? On a déjà dit oui. Bonjour, à quel moment les actions inversées? J'ai juste une nuance, attention, c'est pas les mêmes échelles. C'est-à-dire que oui, évidemment, on peut être cofinancé, mais ça ne sera jamais les mêmes échelles et il faut qu'il y ait quand même une pertinence par rapport à cet appel à projet-là. Bon, c'est juste la nuance. À quel moment vous êtes versé avant les projets après? Donc, quand les projets sont sélectionnés, il y a la signature d'une convention. Et lors de la signature de cette convention, on verse le premier paiement du projet, c'est-à-dire le 40% de la subvention. Après, à la fin du projet et après la justification technique, financière, validation, etc., on verse le solde, les 60% du projet de la subvention. Une entreprise peut-elle être partenaire? Oui, très bien. Para Minimis y recuperación de IVA, firmar un documento por socio o hacer un único documento. Alors, pour Minimis et récupération de la TVA, signer un document partenaire ou un seul document? Alors, je crois qu'un seul document pour tous, car l'application ne va pas. Alors, le système va vous demander de présenter plusieurs documents, pas un seul. C'est le chef d'équipe qui verse la subvention et après, c'est à lui ou elle de répartir selon les dépenses des partenaires. En los proyectos son necesarios un mínimo de gasto cada territorio. Dans le projet, en fait, il faut un minimum de dépenses par territoire. Bon. Si nous partons de l'idée que chaque partenaire vient d'un territoire et que chaque partenaire aura des frais, tu as déjà des frais dans un territoire. Mais on ne regarde pas un partage équitatif entre les trois partenaires. Nous, ce que l'on cherche est que ce partenariat ait un sens. Et ça, vous allez le voir au moment de remplir la fiche et le devis. Et si toutes les actions ont une cohérence, dans ce cas-là, effectivement, il y aura une cohérence au niveau des partenaires. Aunque no estamos pidiendo igualdad de costes entre los socios, el 15% es para el jefe de fila y el resto tienen una parte menor de gasto. No hay mínimos, pero sí que hay una cierta equidad que es lógica. Hace falta que la subvención llegue a todos los socios. Hay que mirar la pertinencia del partenariado y de los presupuestos. Pour la recherche de partenaires, oui, tout à fait. Donc, vous aurez nos coordonnées et c'est une partie de notre travail. Est-ce que c'est un partenaire quatrième hors du territoire, il se présente dans l'anglais partenaire 4 dans les éléments financiers ou donc si un partenaire hors territoire, il ne peut pas bénéficier d'aide. C'est-à-dire il peut faire des actions dans le projet si ça va avec le projet, mais il ne rentrera pas dans le partenariat du projet. Donc, il ne doit pas présenter aucune dépense ni recette et ne pourra bénéficier d'aucune subvention de l'Eurorégion, donc il ne doit pas rentrer dans le plan de financement. Je traduis. Donc, si le travail de bénévolat se valorisé dans le budget, oui. Donc, il y a un formulaire. On a une attestation de bénévolat dans les documents à télécharger. Pas à télécharger, mais dans la justification, en tout cas, dans les documents de justification qu'on aura, il y aura un modèle de volontariat. Alors, évidemment, il faut valoriser après
Il faut toujours faire attention aux limites légales de pas remplacer un travail de bénévole par un travail de salarié, mais ça, chaque structure est responsable de son volontariat. Vale. Du coup, il est possible de présenter une première phase du projet et les faire évoluer d'année en année. Oui, oui, tout à fait. Aholkurik, chef de file delakoa zeineak pertsona den erabakitzeko. Donc, des conseils pour choisir qui de partenaire pour être chef de file, qui sería jefe de file. Et al final, es el jefe de file. La France, c'est le chef de file, comme dans tous les projets. Et bien évidemment, le chef de file supporte une charge de travail. Quel type de conseil? Il faut que le partenaire soit conscient du travail, qu'il ait donc de l'expérience dans la gestion du projet. Et je crois que c'est à peu près tout. Il n'y a pas de bénéfice si le chef de file appartient à un territoire ou à un autre, à un statut ou à un autre. C'est à vous de décider. No es porque sois una... Tout type de partenaire peut être chef de file. Et là aussi, nous, on souhaite accompagner les porteurs de projets au plus possible et vous faciliter la vie dans le cadre réel que nous a imposé, mais encore, on essaie d'être le plus aidant possible. Donc, euskara ez dugu euskeraz egiten, itzulpena bakarrik gazteleraz eta frantsesez delako. Baina handiak badakigu euskaraz eta edozein dokumentu edo bilatzen aldezela guzti euskaraz, da justu ejertsago baita gaur teknikoki itzulpena ez euskarara egitea, baina arazorik gabe kasu guztia gurekin euskaraz egiten. Donc, on ne fait pas les réponses en basque parce que la traduction ne fait qu'en castillan et français pour simplifier. Enfin, pour simplifier, et déjà que la connexion ne pose de problème, donc sinon ça serait impossible. Et comment connaître la date des prochains projets sur les actes 2 et 3? Donc, à l'Eurorégion, donc, nous avons les mêmes dates tous les ans. Donc, vers la fin mars, donc comme ça, vers les 20 et quelques mars, c'est toujours l'ouverture de la projet citoyenneté euro-régionale. Et vers la fin septembre, c'est toujours l'ouverture de l'appel à projet innovation euro-régionale. Sur cet appel à projet innovation euro-régionale, nous avons les secteurs clés qui mixent un peu les axes 2 et 3. Donc, voilà, ça serait pour là et fin septembre. Voilà, c'est toujours au printemps le premier et à l'automne le second, et c'est toujours les mêmes dates et c'est à peu près les mêmes conditions. Un projet d'action et d'étude et préfiguration d'un projet plus grand pouvant déboucher en phase 2 sur un projet pour PFA est-il éligible? Alors, en soi, oui, mais il faut que ces projets présentés à l'Eurorégion ne soient pas simplement une phase de préfiguration d'un projet pour PFA. Donc, il faut que cette première phase ou ces projets, on dira, d'effet levier à un projet plus grand, soit vraiment aussi un résultat attendu, des objectifs concrets, un plan d'action, etc. Donc, on va pas financer une étude pour aller au PFA. Ça, c'est pas notre intérêt. Mais par contre, évidemment, et c'est aussi l'objectif qu'on poursuit, nous, on finance des projets, on dirait à taille plus petite et qui peuvent avoir un effet levier pour après pouvoir présenter des projets plus structurants, plus ambitieux, je dirais, à d'autres fonds européens ou à d'autres fonds. Donc, oui, dans l'idée, mais évidemment, on ne va pas financer juste une étude, une phase de préfiguration d'un projet. Une préfiguration telle quelle, si vous voulez la présenter, elle est complètement éligible. Est-ce qu'elle est finançable? Voilà. Donc, pouvez-vous écrire les axes de votre plan stratégique? Oui. Oui, donc pour le faire très vite, si vous voulez plus d'explications, vous pouvez nous contacter et on se fait une petite réunion parce que là, sinon, ça va prendre trop de temps. Mais comme ça, vite, donc le premier axe, citoyenneté euro-régionale, c'est tout ce qu'on a parlé aujourd'hui.
Deuxième axe, donc tout ce qui est développement innovant, compétitif, etc. Là, on rentre toute la partie emploi transfrontalier, formation professionnelle, apprentissage, et donc recherche, je dirais surtout liée à nos secteurs stratégiques au niveau de l'innovation, donc les secteurs clés qui sont liés à notre appel à projet innovation régionale, et toute la partie enseignement supérieur et recherche et avec la coopération des universités et la digitalisation, le numérique, digitalisation, etc. Donc vraiment un axe assez chargé. Troisième axe, donc la cohésion territoriale et développement du territoire, donc c'est tout ce qui est transport, changement climatique, aménagement du territoire et espace naturel partagé, etc., etc. Et après, les deux axes transversaux, je dirais, donc la gouvernance transfrontalière, donc développer une meilleure gouvernance de l'espace transfrontalière, et l'axe sur l'innovation et enfin, sur la gestion innovante de l'eurorégion. Là, il y a toute la partie communication, positionnement de l'eurorégion et observation transfrontalière et résolution d'obstacles transfrontaliers. On en parlait beaucoup plus largement si vous voulez. Kiden Arteman, Kiden entiendo artean, Aman ala daiteke bi enpresa erabazia asmorik gabeko tal kultural baten artean, bai, arazorik gabe, bai. Est-ce qu'on peut mettre un organisme culturel non lucratif avec deux entreprises comme partenaires Oui. Un service public peut être chef de file déposer un projet ou uniquement scientifique aussi, sans problème. ¿Podéis dar ejemplos de proyectos de Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de retos sociaux contemporáneos? Te voy a dar dos ejemplos. Tel que Marie vient de le dire, c'est une thématique que nous avons commencé à travailler l'année dernière, donc nous n'avons que des exemples de l'année dernière. Qui visait à promouvoir la mobilité durable par l'utilisation quotidienne du vélo. A été financé le projet Ukartumaguel, qui est un projet qui vise à créer un réseau de chercheurs travaillant sur les zones rurales de l'eurorégion. Et a été financé le projet HKSI, qui vise à développer un système de dictée vocale en langue basque pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Pertsona fisiko bat izan daiteke proiektu hartaide, bai, baina ez proiektu buru. Oui, une personne physique peut être partenaire du projet, mais pas chef de file. Et uniquement si elle a un statut d'auto-entrepreneur de micro-entreprise. La cofinanciación no puede provenir de ningún ente público vasco. Le cofinancement ne peut pas venir d'aucun organisme basque, navarrais et aquitaine. Le budget de la région vient du gouvernement basque, du gouvernement de Navarre et du conseil régional de l'Aquitaine. Donc, vous ne pouvez pas que cette deuxième aide ne peut pas venir de ces institutions, étant donné que ces institutions financent déjà. Donc, sinon, oui, vous pouvez avoir cet autofinancement au niveau local, régional et départemental. Donc, oui, mais il faut que vous respectiez les 20% d'autofinancement. Mais oui, les aides peuvent venir de la même institution. Je ne sais pas si on a oublié des questions. Je regarde un peu les questions que nous avions sur les questions-réponses du séminaire Zoom. On a répondu à cette question, on a répondu. Avec Olivia qui nous accompagne jusqu'à la fin de l'été de l'appel à projet. Donc, du coup, on pourra répondre à toutes vos questions. On va vous le projeter juste après.
Il y a eu des gros problèmes avec l'audio, que ce soit l'original ou la traduction. C'est haché, y aura-t-il un écrit de ces réponses, de ces questions-réponses? Comme on le disait au début, il y a déjà une FAQ de l'an dernier, les questions qui avaient été posées l'an dernier, mais il y aura une FAQ des questions de cette année. C'est pas qu'on le faisait par Slido. Noi cu lagunțac, c'est 40% au début, donc quand est-ce qu'on reçoit les subventions, 40% à la signature de la convention et 60% à la réception et à la validation de toutes les pièces justificatives financiers. Balago et Actesen et Ilashmi, dit juste là-bas, est-ce qu'il y a la possibilité de savoir quel projet a été sélectionné? Tout est sur notre site. Tous les ans, on publie une actualité sur les projets qui ont été financés les années passées. Et donc, du coup, vous pouvez aller chercher les comptes rendus concernant les projets qui ont été financés. Vale, luego hay algunas preguntas. Il y a des questions. Je voulais savoir si un festival de cinéma en Navarre, mais avec des activités et des partenaires sur le territoire, si en fait on peut vous le présenter. J'insiste là-dessus. Venez nous voir. En Navarre, la documentation est présentée à leur région. Et donc, il faut que cette fiche-là soit dans les 3 langues. C'est ensuite nous qui renvoyons cela aux instructeurs. J'insiste. Les lignes viennent, mais je peux vous dire que nous finançons à peu près presque toutes les lignes que vous pouvez imaginer. Les partenaires sont nés sur le territoire où ils doivent avoir leur siège. C'est le ciré. Donc, ce que nous sommes en Daïe. Mais il faut que parce que et parfois nous ne sommes pas là, parfois nous sommes ailleurs, donc il faut que nous allons partager le PowerPoint. Parce que c'est sur le PowerPoint, je vais vous donner mon adresse mail par biais du chat. Une dernière question. Tu as dit que vous pouvez compatibiliser avec des aides publiques. On vous demande, la seule chose qui est obligatoire, c'est le 20% de autofinancement. Vous devriez être en train de voir Je crois que la dernière slide, pardon, dans lequel apparaissent mon mail et mon contact. Voilà, marie.e-oudine@région-9.eu et le numéro de téléphone, ce qui s'affiche, donc c'est le 06 23 15 95 95. Je vous conseille d'aller voir le QR code parce que c'est tous nos liens vers nos réseaux sociaux et vers notre web dans lesquels on publie énormément d'informations. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. Je crois qu'on est présent sur tous les réseaux d'ailleurs. Donc voilà, c'est de l'info. Souvent, qu'on met beaucoup d'infos et ça permet aussi d'avoir un point de vue général sur nos actions. Voilà, notez bien mon adresse mail, sachant que voilà, on va vous envoyer à tous les participants de cette réunion d'aujourd'hui tous les documents dont on a parlé. Donc, vous aurez aussi mon mail et mon numéro en signature. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont apparues en attendant. Donc, s'il n'y a pas
s'il n'y a pas d'autres questions, vous remercier sincèrement d'avoir été si nombreux aujourd'hui. On était un peu bloqués par la date, donc on sait qu'avec les grèves, certains n'ont pas pu venir à la présentation. Mais voilà, on pourra refaire des présentations. N'hésitez pas à venir nous voir, on peut répondre à des questions très concrètes. Allez voir toutes les infos qu'il y a sur notre site. Merci encore pour tout l'intérêt que vous portez à l'Eurorégion et aux différents appels à projets, pour vos questions qui ont été nombreuses. Et voilà, vous souhaitez une très belle journée. Y nada mucho más. Cualquier cosa, aquí estamos. Et si vous avez des questions, on est là pour vous. Merci. Au revoir à vous tous.